Mes amis, bonjour. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver après 2 décennies d'absence de la faculté de médecine, dont j'ai été le doyen pendant 10 ans, de 1990 à 2000, et dont je suis le doyen honoraire, donc depuis 20 ans. Très heureux de vous retrouver aussi après ces quelques semaines de confinement et à l'aube de votre déconfinement. Alors, j'ai été invité par Vincent Sobanski et par votre doyen, le professeur Dominique Lacroix, à présenter un de ces flashs que chaque soir vous pouvez regarder, de 5 minutes. Le mien ne sera pas de 5 minutes. Il sera un peu plus long parce qu'il m'a été demandé de vous parler de l'histoire de la faculté de médecine. C'est donc un ancien doyen qui vous parle de l'histoire de votre faculté de médecine. Cette histoire, en vérité, a commencé apparemment en 1875. Et en 1875, quelle année fondatrice extraordinaire. Bon, la faculté, d'accord, mais c'est aussi l'année où, le 5 janvier, a été inauguré l'Opéra de Paris par l'architecte immensément connu qui était Charles Garnier. Et puis, c'est le 30 janvier, l'amendement Wallon. L'amendement Wallon qui crée le septennat présidentiel, le septennat du président de la République. C'est une grande date historique. Et puis, le 24 février, ce sont les lois constitutionnelles qui créent la Troisième République. Et toujours en 1875, ah oui, il y a eu la convention du maître. Le maître M accent grave TRE, le maître qui a été créé là et qui est devenu le maître étalon en platine iridié, qui a été déposé au Bureau international des poids et mesures et au pavillon de Breteuil à Sèvres. C'est une date donc parfaitement historique. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu également au mois de juin, le 23 juin, les inondations dans le sud, là, dans le sud-ouest, le bassin de la Garonne, des inondations épouvantables comme jamais on avait vu. Et même le président de la République, le maréchal de MacMahon, a fait le déplacement, est allé voir sur place et s'est écrié là « Que d'eau, que d'eau !» C'est une réaction complètement historique également. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que cette année-là, le 12 novembre 1875, un décret a créé la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille. Ce décret a été confirmé quelques jours plus tard, le 31 août 1876, par un décret du président de la République, le maréchal MacMahon. Alors l'histoire pourrait commencer là. Ce serait abusif de ne pas évoquer ce qui s'est passé avant. Avant, en effet, il y a eu plusieurs structures d'enseignement médico-chirurgical qui ont existé tant à Lille que surtout à Douai. À Douai, en effet, a été créée en 1562 la faculté de médecine de Douai. Et si je vous en parle, c'est parce que je crois qu'on n'a pas le droit de ne pas évoquer cette période extraordinaire de notre histoire universitaire de médecine, parce que la faculté de médecine de Douai a existé pendant 230 ans, jusqu'en 1793. Quelle épopée! Elle a commencé au XVIe siècle. À ce moment-là, les Flandres, où nous sommes, étaient sous la domination des rois d'Espagne, qui étaient les héritiers des ducs de Bourgogne, et il y avait Charles Quint phénoménal, le roi d'Espagne à 18 ans, Charles Ier d'Espagne, et puis il était empereur du Saint-Empire germanique à 19 ans, et cet homme-là, ce géant-là, était obsédé véritablement par la lutte contre les protestants, et donc il a étudié la création dans ces terres, dans ces États, d'une université de langue française, et non pas de langue espagnole, de langue française, uniquement pour éviter que les étudiants francophones ne soient tentés de se rendre dans des universités françaises qu'il estimait dangereusement contaminées par l'hérésie protestante, bien entendu. Alors les échevins de Douai ont saisi cette opportunité pour proposer à l'empereur la création dans leur ville d'une université septentrionale en Pays-Bas espagnols en 1531, et le rapport de ce projet a été présenté par un commissaire enquêteur qui s'appelait Georges de Timesieke et qui était très fortement favorable. En 1531, donc, le magistrat de Douai s'est adressé à l'empereur pour souligner
combien ça lui paraissait urgent de créer cette université à Douai, parce que c'est une cité en laquelle pourraient être endoctrinés en bonnes mœurs et vertus plusieurs de vos sujets, disait-il, et puis par ce moyen demeureraient en ce pays les deniers, les espèces et de toutes les seigneuries. Et puis vous savez, Douai est une ville intéressante, c'est une ville que l'on décrivait dans le vieux François, dans le vieux français, comme de grande spaciosité, ample circuit et néanmoins petitement peuplée. Et puis surtout, messire Georges de Timesiqueux disait que Douai est une ville bien bonne, elle est belle, elle est de fort bon air, elle est nette, elle est assise en plat pays de tous côtés, elle est moult commodieuse et propice pour faire ce qui appartient à maison, collège, bourse et pédagogie servant à l'université. C'était l'idéal. C'était l'idéal, et donc il y avait de quoi convaincre Charles Quint. Mais les universitaires de Louvain craignaient qu'il y ait là un germe de rivalité et que ça entraîne le déclin de leur propre cité de Louvain. Et ils disaient et répétaient: toute nouvellité de sa nature est odieuse, suspecte et dangereuse. Et finalement, Charles Quint, malgré sa puissance, malgré sa grandeur, a été sensible à cette controverse et il s'est abstenu de décider. Et finalement, il a fallu attendre l'avènement de son fils, qui était Philippe II, et le consentement d'un pape, qui était à l'époque le pape Paul IV, un napolitain qui pourtant n'était pas très favorable au roi très catholique, pour que par un bref du 31 juillet 1559, la création de l'université de Douai soit acceptée. Mais finalement, ça n'est qu'après le décès de Paul IV, en 1559 à 83 ans, que son successeur Pie IV signe la bulle de création de l'université de Douai le 5 janvier 1560. Alors, vous retiendrez donc qu'il a fallu 2 papes et un roi pour que soit créée la nouvelle université à Douai, qui a été inaugurée le 5 octobre 1562. Et cette université comportait plusieurs facultés, pourrait-on dire, aujourd'hui des unités d'enseignement et de recherche, mais plusieurs. Il y avait la théologie, il y avait le droit canon, il y avait le droit civil, il y avait la médecine et il y avait les arts libéraux. Alors l'inauguration solennelle de cette université et de la faculté de médecine a donc eu lieu le 5 octobre 1562 avec, puisque c'était très catholique, une procession du Saint-Sacrement, un sermon qui a été prêché sur la place du marché de Douai par François Richardot, dont vous avez le portrait là, et qui était l'évêque d'Arras. Et le premier chancelier d'université, pour mémoire, a été d'ailleurs un Anglais qui s'appelait Richard Smith. Voici le livret publié un an plus tard, donc en 1563. C'est un petit opuscule d'une douzaine de pages que nous avons retrouvé et qui rappelle tous les événements de cette inauguration formidable de l'université de Douai. Voici comment se constituait cet ensemble-là. Il y avait 5 facultés, il y avait 8 collèges, 14 refuges d'abbayes, il y avait 22 séminaires, des écoles et tous les suppôts. Voici une image donc de cette université de Douai avec en son sein la première faculté. Ça s'est bien passé pendant un siècle. Mais au bout d'un siècle, ça a mal tourné. On s'est rendu compte qu'en effet, ça manquait de rigueur, que cette université était défaillante, que toutes sortes d'interventions extérieures y entraînaient des courants fallacieux. Ainsi, par exemple, au XVIIe siècle, un patron de l'université de Douai, un patron médecin, un patron de médecine, avait un certain prestige. Il jouissait d'une réputation de guérisseur. Et par exemple, il disait que l'eau de source de la fontaine de Saint-Mauran permettait de faire des diagnostics. Comment s'y prenait-il ? Eh bien, en jetant, par exemple, le linge d'un enfant dans la fontaine, on le regardait s'enfoncer et la rapidité de la chute était signe de gravité. Et puis, pour le traitement, eh bien, il fallait tout simplement plonger le malade, quel que soit son âge et quelle que soit la saison, dans l'eau de cette fontaine, et c'était un
d'arguments de thérapeutique majeurs. Voyez-vous, c'était du charlatanisme et naturellement, avec de tels propos, de tels comportements, cette université médicale n'était vraiment pas promise à un grand avenir. Et effectivement, l'enseignement médical à Douai avant la Révolution était vraiment très fragile, très petit. Il y avait, tenez-vous bien, seulement 3 professeurs titulaires, 3 docteurs en médecine qui étaient non-régents, 6 licenciés, et donc on ne gardera pas un grand souvenir de cette époque-là. Sauf peut-être 2 noms que je porte à votre attention. C'était le professeur Mélez, Antoine-Joseph Mélez, qui a toujours sa rue là à Douai, et qui a eu le mérite de signaler en France l'œuvre, le travail accompli par un professeur hollandais qui s'appelait Herman Boerhaave et qui a été le créateur, le promoteur, l'initiateur de l'enseignement au lit du malade. Rassembler des étudiants, leur expliquer la maladie, converser avec le malade, promouvoir ce lien médecin-malade. C'est lui, c'est Boerhaave et c'est Mélez. Et puis Michel Brissot, le professeur Brissot, qui a été le promoteur, le créateur, le premier inventeur, si je puis dire, de l'opération de la cataracte. Mais en dehors de cela, rien. Et en chirurgie, pas grand-chose non plus. C'était un enseignement purement artisanal. Les étudiants en chirurgie étaient d'abord des apprentis, puis étaient des compagnons, puis étaient des maîtres, mais rares étaient ceux qui devenaient maîtres et qui devenaient en quelque sorte les chirurgiens pour les interventions importantes. La plupart de ces petits chirurgiens étaient vraiment petits et allaient travailler dangereusement dans les bourgs et dans les villages. Et puis, un seul mérite finalement d'être retenu, dont je vous laisse ici le portrait, c'est le professeur Jean-Louis Petit, qui était un patron d'anatomie, promoteur de la méthode anatomo-clinique, donc c'est pas rien, et il était directeur d'ailleurs de l'Académie royale de chirurgie, qui avait été fondée en 1731 par Louis XV. Voilà. Et tout ça se faisait évidemment sans anesthésie, avec les outils que voici, que j'ai retrouvés aux hospices de Beaune, et les malades étaient traités durement, comme vous l'imaginez, dans de telles conditions chirurgicales. Nous en arrivons à conclure le triste devenir de cette université de Douai, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, ça a duré 230 ans. 230 ans, donc il fallait que nous en parlions, bien évidemment, mais la faculté de médecine de Douai avait été l'une des 14 du royaume, mais au fond, elle n'a jamais attiré que 25 étudiants, ce qui était d'une grande modestie, pour ne pas dire d'une grande médiocrité, et en 1683, l'intendant, il s'appelait Lepelletier, avait signalé l'état déplorable de la faculté dont il disait qu'elle était tombée dans un grand relâchement par le manque de bons sujets. Les bons sujets, c'était à la fois des étudiants qui étaient très piètres et des enseignants qui l'étaient pas beaucoup moins. Voilà. Et donc il y a une thèse qui a été faite là, par un type de chez nous, par un dénommé Jean-François Van Cloïs de Hetzo en Flandre, et qui a présenté là sa dernière thèse de cette faculté de Douai le 5 novembre 1791. Et puis en 93, eh bien, c'est fini. Tout est fermé, c'est un décret de la Convention, c'est ça la Révolution. 1793, comme les autres universités françaises, l'université de Douai disparaît, elle est rayée de la carte, elle n'existe plus, la Révolution ne veut plus d'université. Et alors à ce moment-là, question, et à Lille, nous étions à Douai là, depuis plus de 2 siècles ensemble, que s'était-il passé à Lille avant la Révolution, pendant la Révolution? J'ai envie de vous dire, pas grand-chose parce que Lille, au XVIe et au XVIIe siècle, était espagnole. L'ordonnance du gouverneur Spinola montrait que c'était un homme sérieux, solide, rigoureux, vigoureux, mais il disait en effet qu'il fallait interdire l'exercice de l'art de la médecine en tout ou partie à des gens non qualifiés. Ça c'est bien, mais pour autant il n'y avait pas de faculté, il n'y avait pas d'université, donc les gens qualifiés étaient dispersés au fond dans des collèges, le collège Saint-Pierre, la collégiale Saint-Pierre de Lille, le collège des Augustins, le collège des Hibernois, l'école latine. Il n'y avait pas beaucoup de médecine dans tout ça. Et finalement, c'est après le départ des Espagnols en 1667 qu'est né enfin, quelques années plus tard, vous le voyez, en 1681, créé par le magistrat
magistrat de Lille. Le magistrat, c'était le maire de Lille, qui a été créé le collège de médecine, dont les statuts ont été arrêtés le 12 mai 1681, et qui était vraiment l'embryon, l'ébauche de la faculté, de la future faculté de médecine de Lille. Voilà. Alors Lille, un mot d'histoire parce que on n'est plus espagnol, on devient français. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le siège de Lille en 1667. Vous savez que à la mort de Philippe IV d'Espagne, Louis XIV, qui avait épousé Marie-Thérèse, la fille du premier lit de ce roi Philippe IV d'Espagne, n'avait toujours pas obtenu la dot de, je crois, 500 000 pièces d'or, enfin quelque chose de considérable. Et l'Espagne ne payait pas la dot. Donc Louis XIV avait le sentiment, et il avait raison, d'avoir été floué finalement, et donc il ne s'est pas laissé faire, et il a engagé ce qu'on a appelé la guerre de dévolution pour récupérer en quelque sorte sa dot, pour prendre ce qu'il estimait qu'il lui appartenait, et c'est comme ça qu'il a engagé une guerre contre l'Espagne dans ses terres de Flandre, et qu'il a repris les villes de Charleroi, de Tournai, de Douai, de Bergue, de Cassel, et le siège de Lille. Enfin bref, c'est à ce moment-là que nous sommes devenus français et que nous avons quitté cette Espagne qui nous gouvernait par l'intermédiaire du gouverneur Spinola, le comte de Bruay, qui a fini par se rendre. Et là, Louis XIV a pu faire une entrée triomphale dans la ville de Lille par la porte des Malades, et c'est ce qui est devenu la porte de Paris, la fameuse porte de Paris. Cette entrée, c'était le 28 mai 1667. Alors, là, l'enseignement, à partir du collège dont je vous ai parlé, qui a été créé, s'est mis progressivement en place, en particulier un enseignement chirurgical pendant l'Ancien Régime. Par exemple, il y a eu la création en 1705 de l'école de chirurgie de Lille. En 1772, un édit royal, un édit de Louis XV, portait la création du premier chirurgien du roi, un poste de premier chirurgien du roi, avec des lieutenants. Et il y a eu des lieutenants dans de nombreuses villes de France, dont Lille. Donc ça se structurait. Et à Lille, on a pu ouvrir l'école de chirurgie, l'école royale de chirurgie, là, place au Bleuet, là vous voyez, le rang des arbalétriers, c'est là, la place au Bleuet, c'est là qu'était finalement cette ancienne école de chirurgie qui a été fermée après par la Révolution, dont je vous ai dit qu'elle avait tout balayé et que finalement les cours et les examens étaient rétablis par la municipalité seulement loin de la Révolution en 1797. Donc il y a une période extrêmement floue. La Révolution a fait beaucoup de dégâts et de choses évidemment considérables. Mais d'abord, pendant la Révolution, les chirurgiens et les médecins se sont entre-déchirés. Une guerre sans fin entre médecins et chirurgiens. Deuxièmement, les professions médicales, comme il n'y avait plus d'université, il n'y avait plus de contrôle, c'était à volo, et donc il y a eu un exercice aléatoire de toutes ces professions, avec, vous l'imaginez, un développement phénoménal du charlatanisme dans toutes ses formes. Seuls avaient tenu bon les médecins chirurgiens et médecins militaires, et qui avaient créé entre deux l'hôpital militaire de Lille. Ceci mérite d'être signalé. Et puis, un demi-siècle de désert universitaire va s'installer à partir de là. D'abord, la guerre entre médecins et chirurgiens. Je vous en dis un mot, parce que les chirurgiens avaient, par exemple, essayé d'obtenir une thèse, faire une thèse de chirurgie. Les médecins ne voulaient pas. Il n'était pas question. Ils n'acceptaient pas. C'était pas les mêmes qu'eux. Ils n'avaient pas leur hauteur de vue. Ils n'avaient pas leur expérience. Ils n'avaient pas leur intelligence. Ça n'était que des barbiers, après tout. Et donc, la thèse a toujours été refusée et les médecins ont protesté, ils ont vitupéré, ils ont gagné. Un petit peu à la fois, finalement, les chirurgiens ont réussi à écrire quelques thèses, des dissertations anatomo-chirurgicales, des thèses anatomo-chirurgicales, et finalement, un petit enseignement chirurgical a pu être structuré à Lille avant la Révolution. Je vous en parle parce qu'il y a quand même eu, à cette époque, de grandes personnalités qui se sont dégagées, et en particulier, vous le voyez, Pierre-François Percy. Alors Percy était le promoteur de la chirurgie d'urgence sur les champs de bataille. Et il y avait fort à faire pendant les campagnes napoléoniennes. Donc Percy, c'est un grand patron de l'époque de la Révolution et de l'Empire. Et puis l'autre, que vous connaissez bien, que vous connaissez tous, puisque vous l'avez appris en anatomie, c'est le professeur Dominique-Jean Larrey, la fente de Larrey, vous savez, en anatomie. Eh bien, cet homme-là avait eu le mérite et le courage d'engager des techniques chirurgicales innovantes. C'était les amputations en 1 minute
lutte sur les champs de bataille, vroom, la jambe, vroom, le bras, et c'était tout à fait spectaculaire et atrocement douloureux, mais ça marchait. Et puis quand ça marchait pas et qu'il y avait des plaies qui se mettaient à suppurer, il avait inventé une méthode tout à fait spectaculaire qui s'appelait l'asticothérapie. C'est-à-dire qu'on mettait dans la plaie des asticots, des vers, et les vers grignotaient les chairs et empêchaient les microbes de s'y développer et la gangrène de s'y installer. Voilà ces deux patrons qui méritent un clin d'œil, mais ensuite, franchement, ça a été un demi-siècle de désert universitaire. La Convention, je vous l'avais dit tout à l'heure, avait aboli tout enseignement, décidé la dissolution de la faculté de médecine de Douai et de la dissolution également de l'école de chirurgie de Lille. C'est ce fichu décret du 15 septembre 93, et comme il y avait les turbulences politiciennes, voilà, ce décret a été aboli le lendemain, mais finalement, il a été réinstallé quelque temps après avec la loi du 7 Ventose en 3. Nous sommes le 25 février 1795, et là, on dit tous les établissements consacrés à l'instruction publique sous le nom de collèges salariés par la nation sont et demeureront supprimés durant toute l'étendue de la République. C'est vraiment la brisure, la déchirure, l'écrasement de tout ce qui est universitaire, recherche, pédagogie, enseignement, coopération, impossible, impossible. Toutes les professions peuvent donc s'exercer sans la moindre étude, c'est un charivari phénoménal. Toutes auront seulement à payer une patente, voilà, et on peut se déclarer docteur, on peut se déclarer barbier, on peut faire des interventions quand on n'a pas fait la moindre étude pour y arriver, et donc le charlatanisme s'en donne à cœur joie. Il y a des charlatans partout, sauf un quand même que je cite ici, qui est en botanique et médecine le professeur Lestiboudois, et un autre qui s'appelle Varroquier, le professeur Varroquier, et qui a mis en place une organisation de maïeutique, on ne prononçait pas ce mot à l'époque, mais les accouchements, les premiers accouchements, il a eu beaucoup de peine à le faire dans cette époque turbulente de la Révolution, mais il l'a fait. Et les militaires, quelques images des militaires, la Révolution, l'Empire, etc., mais les militaires, je vous en parle parce qu'ils ont un grand mérite. Alors qu'il y avait ce grand désert universitaire qui va durer longtemps, eh bien, eux ont perduré, persévéré, et ils ont travaillé, ils ont, médecins et chirurgiens, maintenu leur enseignement. Il y a eu Tison pour l'anatomie, il y a eu Pionnier pour les maladies chirurgicales, le chirurgien en chef Pierre Mangin, qui se déclarait instituteur en chef de l'enseignement chirurgical à l'hôpital militaire de Lille, et les militaires ont créé les écoles de santé de Paris, à Montpellier, à Strasbourg, etc. Et c'est dans ce contexte qu'un ministre très important, qui s'appelait Antoine François Fourcroy, qui était conseiller d'État et qui a été nommé par Napoléon Bonaparte, eh bien ce ministre-là va s'intéresser à la médecine, aux études médicales, et il va créer le premier programme d'études médicales structurées. Mais revenons une seconde sur l'hôpital militaire, puisque sur la diapositive suivante que vous voyez là, eh bien, cette image de l'hôpital militaire qui avait été initialement placé à la place au Bleuet, où je vous ai montré le rang des arbalétriers, transféré ensuite dans l'ancien collège des Jésuites. Ensuite, malheureusement, tout a brûlé en 1794, mais l'hôpital a été réaménagé, les années ont passé, les militaires ont bien travaillé dans cet hôpital. J'en ai personnellement des souvenirs, parce que j'avais de très bonnes relations, et puis finalement cet hôpital qui portait le nom d'hôpital militaire Scrive. Gaspard Léonard Scrive était un médecin instructeur lillois, et donc il a travaillé tellement que son nom a été attaché à cet hôpital, et ceci à partir de 1914 jusqu'à la fin. Et la fin, ça a été récemment, finalement, en 1988, quand il a été décidé par les augures administratifs que l'hôpital militaire serait fermé, et c'est alors devenu des services administratifs de la préfecture du Nord. Alors, et les étudiants dans ce contexte. Alors, la loi Fourcroy, je vous l'ai dit, qui annonce la première grande réforme des études médicales, accompagnée de Cabanis, accompagnée de Chaptal. Peu ont fait tant de choses aussi bien et dans un temps si court, disait Corvisart. Oui, c'est vrai, dans les facultés nouvellement créées, à Paris, à
à Montpellier, à Strasbourg, à Turin même, à Mayence même, mais à Lille, rien du tout. Et donc les étudiants sont en panne à Lille. Et effectivement, il va y avoir un demi-siècle sans rien, sans aucun enseignement médical. Il y avait bien sûr 3 petits cours d'instruction publique, il y avait une cérémonie solennelle qui récompensait de temps en temps un étudiant ou un thésard. Le citoyen Devray avait reçu pour ses mérites, par exemple, une sonde, une spatule et une pince, le tout en argent, mais au fond, on assistait là à un véritable désert universitaire et qui a duré pendant 50 ans, entre Napoléon et 1852, avec la création enfin de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille. Alors, comment pouvait-on y entrer? Il fallait avoir 16 ans et payer des droits trimestriels de 35 francs. Il fallait poursuivre des études dans une faculté, donc en dehors de Lille. Il fallait cependant suivre les cours qui avaient lieu à Lille, en particulier ceux du professeur Varroquier pour les accouchements et les maladies des femmes et des enfants, ceux du professeur Bineau pour la pathologie interne et du professeur Morrison pour la pathologie externe. Mais voilà, c'était une école préparatoire, ça n'était pas une faculté de médecine. Et pendant ce temps-là, et la recherche, il faut que nous nous y arrêtions parce qu'il s'est passé évidemment beaucoup de choses grâce à cet homme formidable qui était Louis Pasteur. Louis Pasteur, pendant que l'école préparatoire de médecine et de pharmacie faisait difficilement ses premières armes, Louis Pasteur, lui, était le doyen de la faculté des sciences de Lille et il agissait beaucoup. Et il a agi considérablement, notamment à l'occasion de la grande épidémie de Lille de diphtérie en 1894, avec Émile Roux qui a créé le sérum antidiphtérique. Et puis tout ceci a abouti à la création de l'Institut Pasteur, où Émile Roux a confié la direction à Albert Calmette. Cet Institut Pasteur de Lille a été inauguré en 1899. En 1906, Camille Guérin avec Calmette ont mis au point le BCG, le vaccin bilier de Calmette et de Guérin, qui va être utilisé avec succès contre la tuberculose, qui était une pandémie phénoménale à l'époque, mondiale, mais particulièrement en France et particulièrement dans les régions et dans les quartiers très défavorisés. Et enfin, en 1932, on a appris que cette découverte française, cette découverte lilloise, la vaccination par le BCG, devenait internationale. Voilà pour la recherche. Alors, et la politique? Alors, il ne s'agit pas de politique politicienne, mais je veux avec vous envisager deux phénomènes politiques qui se sont alors manifestés. Premièrement, la guerre entre l'État et la Cato, et deuxièmement, la guerre entre Lille et Douai. Voyons la guerre entre l'État et la Cato. À ce moment-là, un phénomène tout à fait surprenant s'est produit à Lille au début de la Troisième République. C'est l'installation presque simultanée de 2 ensembles universitaires, l'un dépendant de l'État, j'allais dire c'est nous, et puis l'autre émanant des milieux catholiques et soutenu par les autorités ecclésiastiques. Alors il est évident que cette double création s'est inscrite dans la confrontation qui opposait à l'époque la fraction catholique militante de la population à la volonté anticléricale d'une partie dominante du gouvernement et de l'administration, et tout ceci s'est déroulé, vous l'imaginez bien, dans une ambiance détestable, une atmosphère souvent violente, encore exacerbée par les polémiques de presse, la presse de droite, la presse de gauche, enfin bref, ça a été des moments extrêmement difficiles de bagarres politiciennes de grande ampleur. Alors, nos amis, nos collègues de la faculté libre, de ce qui allait devenir la faculté libre de médecine, ils sont allés avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, j'allais dire beaucoup de foi. Et il fallait que tout ceci s'organise autour de 3 traditions qui étaient exigées au plan gouvernemental. Premièrement, il fallait qu'il y ait un évêché dans la ville candidate, et à Lille, il y avait évidemment un évêché qui avait été créé en 1913. Deuxièmement, il fallait qu'il y ait une cathédrale. Cette cathédrale, elle existe, vous la connaissez, c'est la Treille. Et puis, troisièmement, il
fallait fonder un enseignement supérieur, un établissement à l'image des écoles médiévales qui s'étaient développées en Europe, partout, à l'ombre des cathédrales. Et bien voilà, les trois atouts étaient là, et avec une énergie incroyable, la faculté de médecine s'est organisée, l'université catholique s'est organisée. Tout ceci est parfaitement raconté dans un livre qui a été écrit par le professeur Jacques Lieffog, c'est l'ancien doyen, donc le doyen honoraire de la faculté libre, et j'ai bien connu le professeur Lieffog, qui était un homme rigoureux, sérieux, extrêmement travailleur, très compétent, très énergique, à qui la faculté libre doit évidemment beaucoup. Mais néanmoins, ça a été une guerre sainte, une guerre séculaire entre l'État et la catho, et il a fallu attendre longtemps, et finalement, il a fallu attendre l'après 68, 1971, l'arrivée du ministre Edgar Faure et la loi Edgar Faure qui organisait les nouvelles universités. Et puis à Lille, il y a eu le nouveau président de l'université, je vous en parlerai tout à l'heure, le professeur Henri Warembourg, qui était un homme de paix et un homme de conciliation et de concertation. Et donc, grâce à sa férule, en quelque sorte, eh bien, il y a eu des accords, des conventions qui ont été signées entre l'État et la catho. La guerre sainte s'est arrêtée et tout ceci perdure. Et pour le plus grand bonheur de tous, à la satisfaction générale, la paix a regagné les foyers. Voilà la faculté de médecine de la catho sur cette diapositive, qui est d'ailleurs associée à une faculté de maïeutique. Et donc, voilà. Alors, dans le même temps, parce que ma conférence n'est pas faite pour vous parler de la faculté catholique, bien entendu, mais pour vous parler de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille, et je rejoins presque le début de cet exposé, de cette conférence, parce que, vous savez, je vous l'ai dit d'entrée, la date à retenir, c'est 1874, le décret qui transforme en école de plein exercice la fameuse école préparatoire de médecine et de pharmacie qui a été créée le 12 août 1852. Alors ça n'a pas été si simple, ça n'était pas qu'un trait de plume. Il y a eu l'opposition, une opposition de Paul Bert par exemple, qui était le rapporteur de la commission, et il n'était pas d'accord. Il était à la fois le président de la commission, il était opposé au projet de loi. Et puis la réticence du maire de Lille de l'époque, qui s'appelait M. Catel-Béguin. Et Catel-Béguin n'avait pas trop envie de ça, parce qu'il craignait qu'il y ait des charges financières importantes pour la ville de Lille, et donc pendant plusieurs années, il a freiné. Mais finalement, l'évolution s'est faite dans le bon sens, grâce en particulier à un ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Instruction publique, comme on disait à l'époque, qui était Henri Wallon, et qui a été encouragé évidemment par les Lillois, et soutenu également par le président de la République, dont tout à l'heure je vous ai déjà parlé, le général de MacMahon, de telle sorte que cette faculté a pu naître enfin. Il fallait quand même choisir son emplacement dans la ville de Lille, et la ville de Lille qui s'était engagée à financer à moitié la construction sur un terrain dont elle ferait don, à condition de pouvoir récupérer l'ensemble au bout d'un certain nombre de décennies. Alors discussion, tergiversation, et finalement son implantation a été décidée dans un triangle qui se trouve situé dans Lille, entre la place Philippe-le-Bon, la rue Jean-Bart, la place du Temple et la rue Jeanne d'Arc. Et le coût de cet ensemble-là a été estimé à 3,5 millions de francs, 3 500 000 francs, et les architectes, l'architecte en chef, le grand maître architecte, était Carlos Bateur, et il y a eu un collaborateur de talent qui s'appelait Alfred Mongy, qui était chef des services techniques municipaux et qui a été directeur des travaux. À partir de là, tout s'est enclenché, j'allais dire facilement. L'inauguration a été faite en 1882 et en 1892, eh bien, l'ensemble des locaux de cette faculté nouvelle était occupé. Et puis, le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, s'est complètement investi dans ce projet lillois, à tel point que c'est lui-même qui a rédigé, dans un opuscule bulletin administratif de l'instruction publique, toutes les règles de fonctionnement pédagogique. Il a là élaboré dans le détail, avec une rigueur incroyable, les enseignements, les cours, les travaux dirigés, les séances d'histologie, d'anatomie pathologique, de médecine opératoire, tout était
été écrit, les horaires et tout. C'est extraordinaire. Le ministre, donc Jules Ferry, s'est complètement investi. Et les structures administratives de cette nouvelle faculté sont nées, mais à ce moment-là a germé, je vous l'annonçais tout à l'heure, l'autre guerre politique. L'autre guerre politique, c'était entre Lille et Douai. Parce qu'à Lille, finalement, donc, il y avait la faculté des sciences, dont le doyen avait été Louis Pasteur, et puis il y avait la faculté de médecine et de pharmacie, dont on vient de voir la naissance. Et puis, voilà. Mais à Douai, dans l'ancienne université de Douai, restait toujours implantée la faculté de droit et la faculté des lettres. Et ça n'allait pas, et ça ne plaisait pas, et ça ne pouvait pas plaire aux Lillois. Il fallait absolument rassembler, récupérer, installer sur le sol de Lille les 4 facultés dominantes de la formation universitaire et créer une véritable universitaire. Alors ça, bien entendu, c'était un projet gigantesque qui était soutenu par Pierre Legrand, qui était le député du Nord, puis par Spuller, qui était le ministre de l'Instruction publique, etc. Mais ça n'a pas été facile du tout. Et pendant très longtemps, la guerre a fait rage entre Douai et Lille, mais c'était à couteau tiré. Voilà, Lille était en conquête, Lille était en guerre pour gagner, pour récupérer les facultés encore implantées à Douai, mais Douai se battait becs et ongles pour garder ses propres facultés. Et finalement, il a fallu en finir, après tant de guerres, d'influences politiques, de crocs-en-jambe, de toute nature, et finalement, l'université de Lille a été créée, et ça s'est soldé par un banquet gigantesque, fabuleux, fastueux, car on a fêté cet événement. L'Écho d'une heure, on a fait l'écho avec les portraits des principaux doyens des 4 facultés réunies, et puis également le banquet, un banquet célèbre, avec un menu extraordinaire, et c'était le 2 juin 1895 à Lille, et c'était la naissance de la faculté de médecine et de pharmacie.